Très bien. Bonjour, bon après-midi à tout un chacun et nous vous accueillons à ce webinaire. Merci de vous être joints à nous pour cette manifestation qui est co-organisée par l'Association des autorités africaines et le programme que vous voyez derrière moi, SACP. Nous avons des collègues des autorités de mobilité de tout le continent, en Afrique, et également nos invités qui sont de la région métropolitaine au Canada. Et donc, nous allons parler de la gouvernance institutionnelle et de l'utilisation des données pour la planification et la gestion de la mobilité. Nous allons commencer par quelques observations, puis deux exposés de Montréal et ensuite réactions donc pour Dakar et nous passerons à la discussion. Il faudrait que vous notiez que vous avez l'interprétation simultanée pour ce webinaire. La plupart des exposés se feront en français. Pour choisir la langue que vous préférez, si vous voulez bien cliquer sur le globe en bas de votre écran Zoom et vous aurez le choix de deux langues et vous choisirez la langue que vous préférez. Et donc, bienvenue à tous. Si vous voulez faire usage de l'interprétation simultanée, vous pouvez cliquer en bas de votre écran sur le petit globe et sélectionner la langue qui vous convient. Très bien, c'est fait. Nous avons ouvert officiellement la séance. J'invite Madame Akinadjo, directrice exécutive de la zone de Lagos pour la mobilité de la META et présidente d'AOUMA pour nous faire un discours liminaire. Madame la Présidente, vous avez la parole. Merci Simon. Et aux participants éminents, nous vous accueillons à cette conversation, c'est ainsi que nous l'appellerons. Donc, au nom de l'Association africaine des autorités de mobilité, l'OMA, je vous accueille au webinaire d'aujourd'hui. Nous sommes une plateforme collaborative qui réunit les autorités de transport et les parties prenantes en Afrique pour faire progresser les transports efficaces de mobilité grâce au renforcement des capacités des partenariats et autres. La réunion d'aujourd'hui, c'est-à-dire la gouvernance institutionnelle, l'utilisation de données pour la mobilité urbaine, pour la planification et sa gestion à Montréal, nous permettra d'entendre M. Ludwig Desjardins, directeur de la performance, et M. Hamza Alijadjet, directeur des données et de l'analyse de la région métropolitaine de cette autorité, donc du Grand Montréal. Cette autorité a été créée par le gouvernement du Québec en 2017 et donc c'est l'organisation qui est responsable de la planification, du financement et de la promotion d'un réseau de transit intégré dans la région extrêmement complexe, métropolitaine, de l'Amérique du Nord. Son expérience offre une étude de cas dans la gouvernance coordonnée du financement et de la planification sur les données. Nous espérons nous appuyer sur l'expérience de cette autorité pour la gouvernance, les cadres, le financement et les partenariats multiniveaux ainsi qu'une utilisation des données dans la planification et des opérations. Et cela reflètera également les opportunités et les contraintes auxquelles sont confrontées les autorités en la matière en Afrique, ce que l'on peut en tirer, ce que l'on peut partager au niveau des collègues internationaux. Grâce à ce webinaire, nous allons encourager l'apprentissage entre nous, les échanges entre les autorités pour les régions, pour donner un espace d'expérience des difficultés et l'identification des enseignements pratiques pour notre contexte. Merci et je vous souhaite une séance extrêmement productive. Merci mille fois. Merci à Bibola de ses premiers discours et de nous avoir donné la toile de fond pour nous. Et nous allons maintenant passer directement aux exposés de nos collègues de la RTM. On vous l'a présenté. J'invite M. Desjardins, qui est le directeur exécutif du développement et de la performance de la RTM, à prendre la parole. Ludwig, merci d'être à nos côtés aujourd'hui et je vous passe la parole. Merci. Bonjour à tous. Merci
Monsieur Sadi, pour l'invitation. C'est vraiment un honneur pour nous de se joindre à votre groupe pour nous vous expliquer un peu notre organisation, notre belle organisation, comment on l'a un peu construit au niveau de la gouvernance, au niveau institutionnel. Merci également à Madame Kinagio pour l'introduction. Je vais vous partager tout de suite la présentation qui va se faire en français, mais il nous fera plaisir peut-être de répondre aux questions s'il y a lieu là dans les deux langues. Donc, on m'a présenté déjà un peu, mais je suis employé de l'Autorité régionale de transport depuis les tout débuts de cette autorité qu'on a mis sur place en 2017, pardon. Je suis également beaucoup impliqué à l'international, dans l'Union internationale des transports publics, à titre de membre du comité des autorités organisatrices, vice chair en fait du comité des autorités organisatrices, mais également membre du Policy Board, et j'ai parfois l'occasion de croiser des collègues d'autorités africaines. Donc c'est vraiment toujours un plaisir d'échanger avec vous sur ces sujets de gouvernance, financement et de transport. J'ai toujours un plaisir également de présenter un peu notre modèle. C'est un modèle je vais juste mettre en partage grand écran, ce sera pas très long. Parfait. C'est un modèle qui est unique dans le contexte nord-américain, vous allez le voir, mais qui est plutôt standard dans le contexte européen. On s'est beaucoup inspiré de la législation européenne pour la mise sur pied de l'autorité dans la région de Montréal. Et je vais vous expliquer donc un peu l'historique de cette autorité, pourquoi on l'a mis sur pied, comment on se finance, comment on est encadré au niveau de la gouvernance, au niveau politique également, et également c'est quoi nos défis actuels dans le contexte de Montréal et le contexte nord-américain. Donc, en résumé, la région de Montréal. Vous avez ici un portrait. En fait, on a un vaste territoire de plus de 4000 kilomètres carrés. On a plus de 4 millions d'habitants dans ce territoire, environ 2 millions d'emplois différents. Et il y a plus de 8 millions de déplacements qui se font chaque jour dans la région. C'est un territoire complexe au niveau de la gouvernance parce qu'il y a 83 municipalités différentes dans la région. Le Canada est également particulier parce qu'on est une fédération. Donc, vous voyez en haut à gauche la province de Québec. Le Canada est composé de différentes provinces. Le transport est une compétence provinciale au Canada. Donc, chaque province encadre les transports à sa façon. Et dans le contexte du Québec, les transports sont une responsabilité qui est partagée entre le palier provincial et le palier municipal au niveau des responsabilités de financement et d'organisation. Avant 2017, donc avant de créer cette autorité, il y avait un contexte beaucoup plus complexe avec une multiplicité d'intervenants divers et une complexité également politique. Donc, traditionnellement, en Amérique du Nord, le transport, c'est quelque chose qui vient des municipalités, qui a été d'abord organisé par les municipalités et qui était très limité en termes de vision métropolitaine. Donc, chaque municipalité locale a un peu construit son réseau de transport, bâti ses règles, implanté différents modes de transport. Et quand les régions métropolitaines se sont formées et se sont développées, on s'est retrouvé avec l'addition de plusieurs visions différentes, plusieurs organisations différentes et une absence souvent d'intégration entre tout ça. Donc, les gens se déplaçaient sur plusieurs territoires, mais devaient, par exemple, payer des types de transport différents à différents transporteurs, utilisaient des modes de transport variés selon la municipalité qui était traversée. Et également, il y avait un financement qui était très difficile parce que chaque municipalité pouvait financer le transport à sa manière, mais dès qu'on était sur des projets plus régionaux, comme des métros, des bus à haut niveau de service ou autres, il y avait beaucoup de difficultés à lever du financement parce qu'il y avait des conflits politiques qui pouvaient survenir, des conflits de vision qui pouvaient survenir. Donc, il y avait, si on veut en résumer, avant la création de l'autorité, un peu une entrave à la bonne planification, au bon fonctionnement des opérations et à la prise de décision. Et il y avait surtout une absence de vision métropolitaine pour les transports.
Ça a entraîné des projets, des retards sur des projets, ça a entraîné une complexité de financement, comme je l'ai dit, et une complexité également au niveau de la tarification. On avait plus de 500 titres tarifaires différents dans la région avant la création de l'autorité. Et on a par la suite, je vais vous l'expliquer, là, fait une intégration de l'ensemble de cette tarification. Donc, le gouvernement de la province, à ce moment, a décidé d'intervenir avec une loi qui a créé l'autorité régionale et qui a créé notre organisation pour chapeauter l'ensemble de la région. La principale inspiration, je l'ai mentionné dès le début, la principale inspiration, c'était beaucoup les modèles qu'on retrouve en Europe avec la division entre autorité et opérateur. En Amérique du Nord, souvent l'opérateur joue le rôle d'autorité. Il y a un peu un mélange des genres. Cette division-là est plus claire en Europe avec les modèles là, bon, qui sont très bien connus comme à Paris avec Île-de-France Mobilité, Transport for London qui est un excellent exemple également au Royaume-Uni, où cette autorité, dans le fond, s'est vu le rôle d'intégration à l'échelle régionale avec des pouvoirs élargis pour financer, pour tarifer et pour organiser les transports collectifs. Dans le cas du Canada, il y a les expériences de Metrolinx à Toronto et de TransLink à Vancouver également qui ont pu être utiles, mais qui sont moins basées sur le modèle européen pour lequel sur lequel on s'est penché et qu'on a retenu pour l'autorité à Montréal. Donc, notre mission, c'est vraiment au niveau de la cohésion régionale, c'est de planifier, d'organiser, financer, faire la promotion également du transport collectif dans la région de Montréal, et tout ça afin d'offrir une expérience de mobilité pour les usagers qui est simple, qui est intégrée, qui est fluide et qui est efficace. Bien sûr, dans le contexte nord-américain, on est toujours en opposition au déplacement en automobile, qui est le principal mode de déplacement, avec les enjeux que ça pose en termes de congestion, en termes environnementaux. Et le transport collectif, en fait, se légitimise beaucoup par le fait d'offrir d'autres options aux gens par rapport au transport individuel en auto, qui est souvent privilégié, mais qui vient avec beaucoup d'externalités négatives. Au niveau de la gouvernance comme telle, ça vient un peu résumer ce que j'ai mentionné, mais donc on a une structure à différents paliers. Donc au niveau du gouvernement du Québec, qui est la province, on a une série d'orientations davantage de nature politique qui viennent encadrer. On a ensuite dans la région de Montréal une communauté métropolitaine qui regroupe l'ensemble des municipalités, les 83 municipalités, qui également donne une certaine vision de développement urbain du territoire et vient également nommer certains membres de notre conseil d'administration. On a ensuite notre autorité qui est toujours dans sa mission de planifier, financer, organiser et faire la promotion du transport collectif. Et finalement, on a un niveau opérationnel, c'est vraiment les opérateurs de transport, essentiellement 5 opérateurs dans la région. L'opérateur EXO qui s'occupe des trains de banlieue et des autobus en périphérie de la zone centrale de Montréal. Le RTL et la STL desservent 2 municipalités d'importance au nord et au sud de Montréal. La STM, c'est le principal opérateur, c'est la Société de transport de Montréal, qui dessert une population de 2 millions de personnes avec un système de métro et un système de bus. C'est environ 80% des déplacements qui sont réalisé par la Société de transport de Montréal. Et finalement, un nouveau projet de métro automatisé qui est le réseau express métropolitain, le REM, qui est en train de déployer sur le territoire. On a ouvert deux branches de ce réseau et une troisième va être ouverte dans 3 ou 4 semaines, donc très prochainement. Donc, le rôle des opérateurs, c'est vraiment d'opérer et maintenir les infrastructures. C'est surtout des opérateurs publics. Dans le cas de la Société de transport de Montréal, c'est des opérateurs qui sont publics avec leurs propres employés d'opération ils vont opérer des autobus ou le métro. Dans le cas du réseau express métropolitain, par exemple, c'est un opérateur privé formé de Alstom et Atkins Realis, donc deux firmes qui opèrent en fait ce réseau-là. Et pour EXO, les trains banlieues sont opérés par Transdev, la compagnie française, et les autobus sont opérés par plusieurs
opérateurs privés différents, Keolis, Transdev, des opérateurs également du Canada. Donc, c'est un modèle hybride entre certains modes opérés par le privé et certains modes opérés essentiellement par le public. On a un conseil d'administration, en fait, de 15 membres, en fait 16 avec le président. Donc, on a un président du conseil d'administration qui est nommé par le gouvernement provincial du Québec. On a ensuite 5 membres de notre conseil d'administration qui sont des maires, principaux maires de la région. Donc, la principale ville, Montréal, la mairesse de Montréal est membre de notre conseil, mais également 4 autres maires. Et finalement, on a 9 membres indépendants qui sont nommés à la fois par le gouvernement du Québec et la communauté métropolitaine de Montréal. Par indépendant, on entend des gens qui sont sélectionnés non pas sur une base politique ou une base de représentativité de la population, mais plutôt des gens qui ont une formation pertinente qui peut pour contribuer à ce conseil. Ça peut être par exemple, des professeurs d'université en ingénierie, en transport, ça peut être des experts en comptabilité, ça peut être des avocats, ça peut être donc différentes professions libérales, des gens qui occupent ce poste en fait pour contribuer au conseil d'administration, mais c'est pas nécessairement leur emploi principal. Donc, c'est un modèle hybride qui est intéressant où on a différents élus, représentants politiques et différents indépendants qui peuvent prendre des décisions sur des sujets parfois très délicats comme la tarification, la sélection de nouveaux projets à réaliser et autres. Et c'est ce modèle hybride donc qui a été sélectionné. Au niveau de notre financement, je vous explique un peu la situation avant la pandémie parce que la pandémie est venue changer et complexifier les choses, mais c'est pour vous simplifier un peu notre structure de financement. Donc, à peu près 25% des 2,6 milliards. Maintenant, on est à 3 milliards de dollars canadiens qui sont notre budget pour l'ensemble des transports dans la région. À peu près le quart nous vient de la tarification des différents services, donc payés par les usagers à travers les différents services. Donc, actuellement, on est à peu près à 800 millions de dollars qui nous vient des usagers. La situation ici était à la sortie de la pandémie. On a les municipalités qui contribuent à peu près au tiers de notre financement à travers principalement une taxe foncière. Donc, tous les propriétaires fonciers, tous les propriétaires de bâtiments et autres paient une taxe à la municipalité et une partie de cette taxe nous revient pour organiser les transports collectifs. Le gouvernement vient financer à peu près près d'1 milliard également. Le gouvernement va financer surtout les nouveaux projets d'infrastructure au niveau des immobilisations, donc la construction d'infrastructures, l'amortissement avec dans le temps, et ils vont moins financer les opérations comme telles des services. Finalement, on a également les automobilistes, donc tous les utilisateurs de voitures paient une taxe sur l'immatriculation au niveau à chaque année. Chaque propriétaire de voiture doit payer une taxe pour avoir son immatriculation de son véhicule. Et il y avait 150 dollars par voiture par année qui allait à notre financement. Actuellement, c'est 300 dollars, donc on a augmenté cette charge-là à cause des enjeux de financement qu'on a connus dans la pandémie. Et finalement, il y a 3 cents du litre d'essence à la pompe. Donc, chaque fois que quelqu'un achète de l'essence, il y a un 3 cents à chaque litre qui s'en va pour financer le transport collectif. Et finalement, les autres revenus très minoritaires, c'est vraiment la publicité, c'est des revenus autonomes, par exemple les concessions commerciales dans les stations et autres. On a, j'ai d'entrée de jeu parlé de la complexité de la tarification dans la région avant la création de l'autorité. Donc, vous voyez ici le territoire au niveau des différentes tarifications qui étaient très morcelées. Donc, l'île ici, numéro 6, en fait, c'est l'île de Montréal. Il y a environ 2 millions d'habitants sur cette île et environ 2 millions en couronne et en banlieue de Montréal. Donc, cette zone avait une tarification propre et l'ensemble des secteurs que vous voyez avaient chacun leur propre tarification. Donc, une tarification locale, une tarification basée sur l'âge. Par exemple, les étudiants à certains endroits payaient, à d'autres,
c'était gratuit. Les personnes âgées à différents endroits payaient, pour d'autres, c'était gratuit. Et il y avait un niveau de tarification différent. Et quand les gens devaient se déplacer d'un territoire à l'autre, il y avait soit l'obligation d'acheter plusieurs titres, ce qui entraînait une complexité, soit une intégration tarifaire qui était très partielle. Donc, ce qu'on a fait pendant la pandémie, en 2021 et 22, c'est qu'on est venu simplifier ce système-là dire, ben, en fait, il n'y a plus de tarification associée à chaque secteur et chaque opérateur. On a une tarification qui est la responsabilité de l'autorité et qui est imposée à l'ensemble du territoire basé sur un système qui est zonal. Donc, la zone centrale, qui est notre zone A, les deux principales municipalités en périphérie de Montréal, la zone B, et ensuite on a la zone C, et une zone D qui est essentiellement des petits territoires desservis à l'extérieur de notre zone de compétence, mais où on organise certains services. Donc maintenant, une personne qui part de la zone C pour aller à la zone A ou de la zone C à la zone B achète un titre mensuel, par exemple, et selon la nature de son titre, il peut acheter un titre qui permet de se déplacer uniquement en zone A s'il le souhaite, mais s'il se déplace sur plusieurs zones, il peut acheter un titre ABC, ce qui est très commun dans les zones européennes où il y a des autorités, mais qui est parfois plus compliqué dans certaines régions du monde où chaque opérateur en fait pratique sa propre tarification encore à l'échelle locale. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place très rapidement depuis quelques années là, pour venir créer une cohérence, si on veut, dans la région et vraiment une facilité également de déplacement pour les usagers à travers la région métropolitaine. Je vous parlais, bon, c'est des données de 2024, mais c'est pour vous donner une idée du choc qu'on a connu pendant la pandémie. Essentiellement, en Amérique du Nord, le transport collectif est beaucoup utilisé pour des usages variés. Des gens qui vont étudier, bien sûr, des gens qui vont travailler, des gens qui vont exercer des métiers ou des professions en fait essentielles. Et ce qu'on a vu pendant la pandémie, c'est qu'essentiellement tous les usagers qui étaient des usagers pendulaires, qui allaient par exemple au bureau et autres, se sont mis à travailler avec les fameux Zoom et les Teams et autres, et on a perdu essentiellement l'essentiel de notre achalandage et de nos revenus tarifaires pour la région, à peu près 80% de pertes, et ce qui restait en fait comme utilisateur, c'est essentiellement des gens qui n'ont pas de voiture, qui n'avaient pas d'autre option, qui devaient se déplacer, par exemple, pour travailler dans les hôpitaux, pour exercer euh, des métiers essentiels, mais sans avoir nécessairement d'autres options ou qui souhaitaient essentiellement se déplacer en transport collectif. Et donc, on a eu un grand choc important qui a pris beaucoup de temps avant d'être résorbé. On est à peine sorti en fait de cette période-là et on a atteint plus récemment en 2025, on est toujours à peu près à 85-90% de l'achalandage qu'on a connu avant la pandémie et ça même si la croissance de la population a été importante. Et donc, c'est venu complètement chambouler, en fait, le financement des services et on a différents plans, en fait, pour sortir de cette crise. Et tranquillement, on voit un peu la lumière au bout du tunnel. On arrive à en sortir. Très similaire à ce qui est arrivé en Amérique du Nord un peu partout en Europe, peut-être moins dans certaines parties du monde où le profil en fait des transports et des usagers est complètement différent. Mais pour nous, ça a créé un vrai choc, ce passage-là à de nombreuses personnes qui travaillaient de la maison. Pour vous donner une idée de comment les gens se déplacent dans la région, essentiellement, je le disais en introduction, l'auto, c'est à peu près 2 tiers des déplacements des gens. Donc, la majorité des gens vont se déplacer individuellement en auto dans la région, à peu près le 2 tiers. Et ce qu'on considère comme étant des transports durables ou des transports plus souhaitables, si on veut, le transport en commun, les modes actifs comme la marche ou le vélo et le transport scolaire, c'est à peu près 1 tiers des déplacements. Donc, le transport collectif est toujours une minorité du portrait, souvent utilisé
par les gens pour éviter la congestion, pour se rendre dans l'hypercentre, pour se rendre au centre-ville où c'est très difficile de se rendre, par exemple, en voiture. Mais le modèle nord-américain, bien sûr, c'est celui toujours de l'auto et c'est un peu ce contre quoi, comme autorité, on se bat pour promouvoir le transport collectif. Petit changement ici, là, je vais aller très rapidement au niveau de la pandémie, là, où on a eu une baisse des déplacements. Et ce qu'on a connu plus récemment, c'est une popularité croissante des modes actifs, marche ou vélo, qui sont maintenant très visibles. En fait, surtout le vélo à Montréal, la recrudescence du vélo est très, très visible si on se compare à 20 ans auparavant où on avait pratiquement très peu de gens qui se déplaçaient en vélo. Maintenant, c'est quelque chose qui est très visible. On a construit également beaucoup d'infrastructures cyclables, pistes cyclables, des infrastructures protégées pour les vélos, etc. Et le regain a été très important. Donc, on a beaucoup plus de diversité dans l'offre de modes de transport. Pour vous donner une idée de la région en termes de composition et en termes urbains, vous avez ici l'île que je mentionnais déjà, qui est l'île de Montréal principalement, et vous avez en rouge du plus foncé au plus pâle le niveau de densité au niveau des habitants. Donc ici, vous avez vraiment la portion centrale de la région très dense, la portion centre-ville très très dense où on a évidemment la concentration de bureaux, commerces, beaucoup de résidents également, activités de loisirs, des universités essentiellement concentrées dans la portion ici. Et dès qu'on s'éloigne un peu du centre de Montréal, on est rapidement dans des zones de très faible densité, euh, typiquement maisons individuelles, ou dans des zones rurales où il y a également une ceinture d'agriculture et des zones très, très fertiles autour de la portion là, que vous voyez en verte, qui sont essentiellement protégées. Donc, le territoire urbain est limité aux zones qu'on voit ici en saumoné ou en rouge. Et le territoire vert que vous voyez, c'est des zones qui sont protégées pour des fonctions d'agriculture parce que c'est les terres en fait les plus fertiles de la province. Typologie, très rapidement, là, un peu de ce qu'on retrouve au centre de Montréal. Donc, pas nécessairement beaucoup d'édifices résidentiels multi-étages de 20-30 étages. Il y en a certains. Mais on est vraiment sur des habitations où il y a 3-4 logements avec des bâtiments en rangée. Donc, c'est des quartiers où il y a énormément de densité dans le contexte nord-américain et ce qui fait en sorte qu'il y a une très forte utilisation des transports collectifs dans ces secteurs-là. Et dès qu'on sort un peu de la zone centrale, on est vraiment dans l'environnement nord-américain typique avec la maison, parfois la piscine et des grandes étendues de stationnement, de commerce et d'industrie qui sont très difficiles à desservir efficacement en transport collectif parce que c'est des coûts très importants et il n'y a pas nécessairement la densité pour soutenir des réseaux lourds comme des métros et autres. Donc, c'est le principal défi de travailler sur ces deux niveaux-là, de desservir très bien le centre très dense, mais également de réussir à convertir des gens des zones de plus faible densité vers le transport collectif. Vous avez ici une belle image aérienne de notre belle ville. Je passe très rapidement. Au niveau du transport et des réseaux, vous voyez ici le réseau, on se rappelle toujours de l'île de Montréal et de la zone très dense. Et vous voyez, c'est essentiellement la zone couverte par le réseau de métro avec 4 lignes, 68 stations. On a ici le trait vert qui est incomplet là, parce qu'on a fait deux nouvelles antennes, mais qui est le nouveau réseau express métropolitain. Les trains de banlieue en noir. Et le reste des zones en gris sont desservies par à peu près 600 lignes d'autobus dans la région qui viennent souvent alimenter, dans le fond, les réseaux lourds de transport. On a également un plan à l'échelle de la région au niveau du développement urbain qui vient encadrer comment le développement urbain se fait. Et c'est un plan qui a été adopté en fait par l'association des 82 municipalités de la communauté métropolitaine de Montréal. Et l'objectif était d'orienter 40% de la croissance de population près du réseau de transport collectif.
Et donc, je le mentionnais, c'est une région, Montréal, qui s'est développée beaucoup en périphérie, autour des axes autoroutiers, à l'aide de l'auto, qui est devenu le mode de transport prédominant. Et ce plan-là est venu, en fait, orienter la croissance de la population près des réseaux de transport collectif, pour permettre, en fait, un regain de leur utilisation et également lutter contre les changements climatiques et les enjeux de congestion et de pollution dans la région. Donc, vous voyez le réseau de transport que j'ai expliqué et vous voyez les pastilles de couleurs. En fait, c'est différents niveaux de densité résidentielle qui sont prescrits autour des stations. Donc, autour des différentes stations de métro, par exemple, il est impossible de construire des bâtiments en bas, en deçà un certain niveau de densité. Il faut construire plus élevé et c'est graduellement appliqué selon les modes de transport et selon la zone également et la proximité du centre. Donc ça contribue en fait à stimuler l'utilisation des transports collectifs. On a également un plan stratégique de développement qui vient couvrir la région. Je vais passer rapidement sur nos ambitions, mais ça vous donne une idée de la direction dans laquelle on souhaite aller. Donc, on souhaite qu'en 2050, en fait, la majorité des déplacements dans la région soient réalisés en mode actif ou collectif. Un peu plus tôt, je vous expliquais qu'il y a environ 33% des déplacements qui sont de ce type dans la région. On veut que ça devienne la majorité des déplacements d'ici 2050. Donc, c'est un défi important. On a également pour les 5 prochaines années là, des dossiers plus spécifiques comme la performance, comme le financement, qui est un enjeu également très important. Et on a ce plan donc qui est révisé annuellement et qui doit être révisé aux 5 ans, pardon, et qui doit être ajusté à chaque année. Un mot peut-être, j'arrive près de la fin là, de ce volet plus institutionnel de notre présentation, mais un mot peut-être sur comment on contractualise les services de transport collectif dans la région, parce que je présume qu'il y a quelques membres d'autorités connectés et qui réfléchissent à ces questions de contractualisation des services avec les opérateurs. Donc, on a une offre qui est diversifiée, comme je l'expliquais. On a le mode bus, on a le mode métro, des trains. On a également du transport adapté pour les personnes handicapées, également qui a un transport spécial. Et on a à peu près 2 milliards de dollars d'opérations de ces réseaux dans la région qu'on contractualise avec chacun des opérateurs et qui est encadré par une entente de service, donc comme un contrat très similaire à ce qu'on retrouve en Europe. Et donc, ce contrat vient couvrir l'offre qui est donnée par les opérateurs, vient couvrir différents autres services comme le service clientèle, l'information à la clientèle, la promotion, la vente des titres de transport qui est fait parce que c'est notre tarification, nos équipements, mais les opérateurs vendent les titres et nous remettent les sommes de ces recettes-là. Et également, on encadre de plus en plus la performance et la qualité des services avec des indicateurs de performance et de qualité. Je vous dirais que le plus difficile et le plus lent à implanter, c'est vraiment le volet 4 de la performance et de la qualité parce que on est avec un modèle hybride avec des transporteurs qui sont publics et d'autres privés. Avec le privé, c'est plus facile de le faire parce que on va aller en appel d'offres, on va aller chercher un fournisseur et il y a moyen dans les appels d'offres d'indiquer les règles du jeu avec des indicateurs de performance et ensuite les compagnies sont intéressées à ces règles-là et souhaitent participer ou ne sont pas intéressés. Dans le cas des transporteurs publics qui étaient là de longue date, c'est plus difficile de travailler ces indicateurs-là parce qu'on est dans une relation public-public et essentiellement, on travaille avec des organisations qui sont là depuis longtemps et c'est plus difficile de faire changer les manières de faire, si on veut. Et donc, on est avec cette dualité-là dans la région là et ce modèle hybride qui est très intéressant. Mais graduellement, on met de plus en plus les efforts sur l'encadrement de la performance et de la qualité des services qui sont offerts dans nos contrats. On vient également contractualiser l'ensemble des investissements en capital et des infrastructures qui sont construites par les opérateurs. Ça peut être des terminaux de bus, ça peut être des garages,
Ça peut être des projets de maintien d'actifs, par exemple le métro de Montréal qui a été construit dans les années 1960. On est actuellement dans un cycle très important de maintien de ces actifs. Et donc, à travers le contrat qu'on a avec la Société de transport de Montréal, qui est l'opérateur, ben, on contractualise l'ensemble des investissements en maintien d'actifs également qui sont faits. Donc, c'est un peu comme ce qui nous permet d'encadrer en fait le service et à la fois l'ensemble des investissements qui sont faits par les opérateurs. Donc, j'espère que ça a été simple de compréhension et également que ça vous a donné une vue d'ensemble de notre région. Ça me fera plaisir de répondre aux questions là, s'il y a lieu plus tard. Thank you very much, Ludwig. We will now move directly to our second speaker, Mr. Passons Hamze directement Alizadeh, au who is Director deuxième for Data orateur, and Analytics, Monsieur Hamze also Alizadeh, qui est with ARTM. directeur des données Over to you. et de l'analyse pour Merci ARTM. beaucoup. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Simon, combien de temps vous m'accordez? Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais je vais essayer d'être rapide. Allez-y, on peut prendre le temps, au moins une dizaine de minutes, quoi. Ok, parfait. Donc, oui, un plaisir d'être parmi vous. Je m'appelle Hamze Alizadeh, je suis le directeur de l'équipe données analytiques à la RTM. Je travaille dans dans la direction de développement et performance avec Ludwig. Et notre mission est de mettre les données au service d'une mobilité durable et efficace. Donc, on développe des analyses, des outils et des partenariats de recherche pour pouvoir accompagner et éclairer les choix stratégiques de l'ARTM. Comme Ludwig l'a mentionné, la RTM a été créée en 2017, donc on se considère quand même une jeune organisation, donc on a quand même beaucoup de routes à parcourir encore, mais notre ambition et notre vision est de devenir une référence en intelligence des données en transport et de créer un écosystème qui est intégré, qui est transparent, qui favorise la collaboration et maximise l'impact des données sur la planification. Tout ça aussi pour améliorer l'expérience client dans la région de Montréal. Donc, j'ai une équipe qui travaille sur plusieurs fronts. On travaille sur la collecte de données, ensuite sur la structuration et le stockage de données en collaboration avec nos équipes en technologie et information, les équipes TI. Ensuite, on travaille beaucoup sur les analyses et bonifications de données, ce qui rend les données plus utilisables pour faire de la modélisation et de la simulation par la suite. Et ensuite, on visualise les résultats, on visualise l'information et on partage les données. Bien entendu, il y a deux capacités qui viennent soutenir ces champs d'expertise. C'est toute la compétence de gouvernance de données qu'on met en place. Je vais expliquer tout ça un peu plus tard avec un peu plus de détails et les partenariats de recherche et développement qu'on développe avec des partenaires externes. On a plusieurs sous-équipes et plusieurs compétences et capacités d'affaires qui se trouvent dans l'équipe de données analytiques. On travaille sur le volet intelligence client, ce qui veut dire de sonder la population et les clients pour voir, par exemple, est-ce qu'ils connaissent la RTM, est-ce qu'ils connaissent les services, est-ce qu'ils sont satisfaits par les services qu'on offre. L'équipe de modélisation, utiliser des modèles de simulation et des modèles développés à la RTM pour pouvoir mieux comprendre les scénarios d'intervention et les scénarios futurs sur les comportements de déplacement des personnes dans la grande région de Montréal. On a aussi une équipe qui s'occupe des traitements des données géomatiques, de l'analyse géospatiale et des besoins de la cartographie de l'organisation. On a également une petite équipe qui s'occupe de tout ce qu'on appelle la science des données, donc qui s'occupe
de développer des modèles de prévision, des indicateurs, de faire des analyses avancées sur les données. Également, on a une équipe qui s'occupe de la collecte des données de mobilité pour mieux comprendre les activités et les comportements de mobilité dans la région. J'en parlerai un peu plus en détail plus tard. Une petite équipe qui met en place l'intelligence d'affaires au sein de l'organisation en développant des tableaux de bord, en structurant les bases de données, en retirant de l'information à partir de la donnée. Et dans notre équipe d'industrialisation, on essaie de ce qu'on appelle industrialiser les processus développés, dans le sens que s'il y a un algorithme qui est développé dans notre équipe et on veut le mettre à l'échelle de l'organisation, dans cette équipe-là, on le rend à un niveau un peu plus sécuritaire, un peu plus performant selon les bonnes pratiques de coding ou de programmation et ce genre de choses. Et l'équipe de gouvernance des données qui met en place tout le processus de gouvernance de données, le cadre de la gouvernance de données, les rôles et responsabilités envers les données et une assurance qualité, des cadres d'assurance de qualité pour les données. Pour vous donner une idée de quelles sont les données auxquelles on a accès et des données qu'on utilise pour faire nos analyses, je les ai catégorisées un peu. On a des données en lien avec la demande de transport, donc on a des données qui proviennent des enquêtes de mobilité, comme j'ai expliqué, des données sur les autres services de la région, comme le service Bixi, qui est un service de vélo partage, les services de covoiturage. On a des données de transactions, de validation de cartes quand on monte à bord des bus et des services de transport. On a aussi des capteurs sur nos services de transport qui comptent les gens qui montent et qui descendent, des données de taxi, des données sur la congestion routière. On a aussi des données sur les ventes, donc les ventes de tickets. Les capteurs à bord du REM, qui est un mode léger sur rail, qui nous donne le nombre de personnes montant et descendant. Et des données passives. Des données passives, ce sont des données qu'on achète à l'occasion si on a un besoin, qui sont des données qui proviennent de l'utilisation des téléphones cellulaires et qui nous donnent une idée de combien de personnes se déplacent d'une région à l'autre. On a également des données sur l'offre de transport, qui sont principalement les données GTFS et les GTFS temps réel, mais aussi des données sur notre réseau routier, les données GPS qu'on utilise à l'occasion. Des données sur nos infrastructures réactives, donc les voies réservées par exemple, les stationnements, les équipements de vente, ainsi de suite. La population, pour avoir une idée, on utilise le recensement et des produits connexes au recensement qu'on utilise comme des produits qui proviennent de l'Institut statistique de Québec. Pour comprendre le territoire, on a plusieurs sources de données en lien avec les générateurs de déplacement, les aménagements urbains, les limites administratives et ainsi de suite. Et le volet client, on s'en occupe aussi pour mieux comprendre la satisfaction, la notoriété. La RTM possède également un panel qu'on consulte à l'occasion pour avoir leur avis sur différentes choses. On a des données de segmentation pour mieux comprendre nos clientèles et j'en parlerai par la suite des études qu'on fait pour toute la transition numérique de la RTM parce qu'on est en plein refonte numérique sur notre système de validation de titres.
Peut-être que ça pourrait être intéressant pour vous de vous donner un portrait sur les outils qu'on utilise sur tout le volet de valorisation de données. Pour la collecte, on utilise plusieurs plateformes comme Brio, comme Evolution, qui est aussi une plateforme open source qui est développée par l'École polytechnique de Montréal pour collecter des données, pour faire des sondages. Principalement, nos infrastructures technologiques aujourd'hui se trouvent sur Azure, mais on est en pleine migration vers des infrastructures Google. Donc, je ne les ai pas mentionnées ici, mais on migre principalement vers des environnements analytiques qui sont disponibles sur Google. Pour nos analyses analytiques, on utilise les langages Python, R, PySpark, Stata, qui nous offrent des librairies qui sont faciles à utiliser, qui sont qui nous offrent plein d'outils pour pouvoir utiliser dans nos analyses. On a également des modèles de simulation que je vais introduire un peu plus tard. Et on utilise des outils de dashboard comme Power BI ou ArcGIS pour visualiser et partager nos résultats. Comme Ludwig l'a mentionné, on a un cadre de planification avec une vision plus long terme, un plan stratégique à moyen terme, puis un plan de mise en œuvre à court terme. Et notre ambition est qu'en 2050, on a au moins 50% de nos déplacements qui se font en mode actif et collectif. Et pour ça, on a besoin de soutenir les décisions de la RTM pour aller dans ce sens-là. Donc, on a besoin de faire la collecte, la gestion et la gouvernance des données. On a aussi besoin d'évaluer la réalité actuelle, donc de comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur notre réseau et en fonction de ça, planifier les scénarios futurs et évaluer les impacts de ces scénarios futurs. Je vais passer rapidement sur les 3 prochains diapos parce que j'ai déjà expliqué un peu qu'est-ce qu'on fait, mais pour toute la partie collecte et gestion et gouvernance de données, on essaie de recueillir les bonnes données qui nous donnent une bonne idée des différents comportements de mobilité dans la région, des comportements d'utilisation de l'automobile, d'utilisation des modes actifs, d'utilisation des transports en commun. Après, par la suite, il y a un défi de comment gérer ces données pour que ça soit bien structuré, pour que les données soient fiables et soient utilisables par la suite. Donc, on met en place un processus de gouvernance de données qui établit les règles et les responsabilités communes pour garantir une cohérence et une sécurité dans les données. Ensuite, il faut analyser la réalité actuelle. Donc, on analyse la demande et les comportements de déplacement pour comprendre comment, quand et pourquoi les gens se déplacent. On analyse les différents niveaux d'accessibilité aux transports en commun ou aux opportunités. Je vais vous donner un exemple vers la fin de la présentation. On analyse l'équité qui devient de plus en plus important dans nos analyses de scénarios. Et on analyse la performance de service sur lequel on essaie de plus en plus de travailler. Comme Ludwig a dit, c'est la partie qui est un peu plus difficile à mettre en place, mais on veut améliorer la qualité, la fiabilité et l'efficacité des services qu'on offre. Et à côté de ça, il y a toujours des analyses financières et économiques sur les coûts, les revenus, les bénéfices et comment on peut optimiser les investissements qu'on fait en transport collectif. Ensuite, c'est le tour de planifier les scénarios futurs et évaluer les impacts. Donc, il faut qu'on développe des capacités de modélisation. On doit être capable d'analyser des scénarios et des politiques, donc explorer des futures alternatives, donc des différents scénarios d'intervention et de comprendre c'est quoi leur impact sur les choix des gens en termes de mobilité. Puis cette évaluation-là devrait être multidimensionnelle, donc on ne va pas juste se fier sur l'achalandage et il va falloir évaluer les retombées qui sont plus économiques, sociales, environnementales et équitables aussi. Et bien sûr, on regarde comment
ces scénarios-là s'intègrent avec l'aménagement du territoire et les autres politiques publiques qu'on a en place. Il y a beaucoup de défis dans tout ça, mais si je veux résumer 3 défis principaux qu'on a, aujourd'hui, on a des données qui sont fragmentées, qui proviennent de multiples acteurs, et nous, on essaye de plus en plus d'harmoniser ces données-là et de les rendre plus fiables et d'offrir une vision métropolitaine qui est plus homogène. Il y a c'est important aussi de comprendre qu'il va falloir trouver l'équilibre entre la rigueur méthodologique à la fois et des indicateurs clairs qui sont compréhensibles pour tout le monde et utilisables pour les décideurs et les partenaires. Et il va falloir développer des modèles qui sont flexibles, qui sont crédibles, qui sont acceptés par nos partenaires et qui peuvent nous aider à évaluer les impacts des différents scénarios d'intervention et de choix politiques. Je vais vous donner quelques exemples de qu'est-ce qu'on fait ou de différents projets qu'on a menés sur les différents volets que je viens d'expliquer. Pour la collecte des données de mobilité, notre source principale, c'est l'enquête perspective mobilité, ce qu'on appelle l'enquête perspective mobilité. Avant, on l'appelait l'enquête origine-destination. Donc, c'est une enquête ménage. Puis les enquêtes ménage, on en fait depuis longtemps à Montréal et dans la région de Québec. Vous pouvez voir en bas la fréquence, l'ancienneté. Donc, depuis les années 1970, on fait ce genre d'enquête dans la région de Québec, c'est le territoire de Québec. Spécifiquement à Montréal, on le fait dans des intervalles de 5 ans. Et la dernière qu'on a fait est en 2023. Il y a un échantillon d'à peu près 4 à 5% des ménages qui sont contactés par téléphone. Et récemment, on a basculé par un mode de recrutement web parce que le taux de réponse téléphonique avait baissé, puis on avait de plus en plus de difficultés d'avoir un échantillon qui est représentatif de la population. Donc, on a décidé de revoir le questionnaire, de revoir le mode de recrutement pour faire un recrutement plutôt sur le web au lieu d'appeler les gens et de faire en sorte que cette interface de collecte contient aussi une interface de validation, donc des suivis en temps réel avec les réponses et, mettons, de voir si les réponses des répondants font du sens. Donc, on a vu plein d'améliorations. On voit que la population en haut, selon la distribution d'âge, suit la distribution du recensement, ce qui est une très bonne nouvelle. Puis, on a une répartition de nombre de déplacements et de comportements de déplacement qui est déclaré, qui est à peu près uniforme sur tous les jours de semaine, ce qui est important pour nous pour planifier, et les fins de semaine. On a eu beaucoup de succès. 13% ont débuté de l'enquête, 10% ont complété l'enquête et le pourcentage des enquêtes complètes était à peu près 77%, ce qui était très bien comparé à ce qui se passait avant. On a publié un article sur qu'est-ce qu'on a fait, comment ça a été modernisé. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à consulter cet article-là. On en discute plus profondément et avec beaucoup plus de détails de ce que je vous raconte aujourd'hui. Le volet développement d'indicateurs, je vous donne des exemples en lien avec notre plan stratégique de développement. On a 3 orientations stratégiques. Je ne vais pas passer à travers, mais c'est pour éventuellement déployer des services qui répondent mieux aux besoins et aux habitudes de mobilité. Et pour pouvoir mesurer ça, on a proposé 15 indicateurs, parmi lesquels il y en a 2 qui sont en lien avec l'accessibilité, spécifiquement l'accessibilité aux emplois et l'accessibilité au transport collectif. Donc, ce qu'on a fait, on a travaillé sur ces 2 indicateurs-là. Vous voyez la carte de l'accessibilité au TC, aux emplois
sur l'écran. Les endroits que vous voyez en jaune foncé, ça suit nos lignes de métro et des bus rapides. Donc, vous pouvez voir à quel niveau ça joue sur l'accessibilité. Et pour pouvoir adresser le volet équité, on a développé une méthodologie de calcul de population vulnérable ou d'estimation de population vulnérable par région et de voir, mettons, pour nous aider à évaluer les scénarios d'intervention, pour voir si on implémente, par exemple, un nouveau réseau de bus, est-ce que ça désavantage la population vulnérable ou c'est équitable parmi les différents types de populations. Il y a aussi 2 articles en lien avec tout ce qu'on a fait pour les indicateurs d'accessibilité et équité et la génération de la population synthétique qui pourrait être consultée, qui pourrait être intéressant pour vous. Toute la méthodologie et les données qui ont été utilisées pour la création de la population synthétique sont des données qui sont considérées comme des données ouvertes au Canada et ça peut être implémenté dans toutes les régions de Canada. Ça pourrait vous être utile aussi. Notre cadre de modélisation, l'objectif d'un cadre de modélisation, c'est de pouvoir évaluer qu'est-ce qui va se passer si on implémente, par exemple, une politique ou une nouvelle ligne de bus ou une intervention sur le réseau actuel, qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Donc, aujourd'hui, le modèle principal qu'on a, c'est un modèle d'affectation classique, un modèle à 4 étapes, puis les 3 premières étapes, donc la génération, le déplacement, la distribution, la répartition modale, pour ceux qui comprennent de quoi je parle, on le déduit directement à partir des données de notre enquête. Puis après, on fait une affectation de ces déplacements-là sur notre réseau de transport en commun, qui est un modèle désagrégé. Ce qui ne répondait pas tout à fait à nos besoins d'avoir une compréhension plus stratégique intégrée avec différents types de modes. Donc, on a parti un partenariat de recherche et de développement avec les universités de Toronto et de Polytechnique Montréal pour déployer un modèle qu'on appelle un modèle basé sur des activités sur l'ensemble de la population. Si ça vous intéresse, je vais en parler davantage si vous avez des questions là-dessus. Mais il y a des documentations qui sont disponibles aussi. Je pourrais vous les partager si vous êtes intéressé. Et ensuite, un des gros projets. Excusez-moi, mais juste, je vous suggère qu'on passe peut-être un peu plus rapidement sur la suite pour qu'on ménage un moment de dialogue. OK, parfait. C'est la dernière diapo. Et pour le pôle de données, le partage de données, un projet sur lequel on travaille et le pôle de données en mobilité qu'on est en train de mettre en place. On veut créer un point d'accès régional aux données mobilité, ce qui va permettre aux gens d'avoir une meilleure idée de qu'est-ce qui est disponible dans la région en termes de données mobilité et qu'on puisse améliorer l'accès aux données et la qualité des données. Donc, c'est tout de mon côté. Merci beaucoup, Hamzé. Et maintenant, pour orienter nos réflexions de la perspective des villes africaines, nous allons commencer avec la réaction de M. Goa Sarr, qui est le directeur exécutif du Conseil exécutif des transports urbains durables du Sénégal. Monsieur Sarr, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Nous attendons avec intérêt vos réflexions. À vous. Merci beaucoup, Simon. Merci beaucoup aussi au présentateur et Madame Abimbola pour l'organisation de cet atelier. Donc, comme le temps fait défaut, je vais très rapidement parler un peu du CETUD en tant que autorité organisatrice en fait pour les villes africaines. Donc, le CETUD, c'est le Conseil exécutif des transports urbains à Dakar qui a été créé dans les années 1997 à travers en fait une loi.
Donc, parce que c'était créé dans un contexte où, voilà, on avait senti qu'il fallait réformer, organiser un peu les transports, parce que le transport était vraiment marqué par la présence du secteur informel et il fallait trouver un cadre qui est adapté pour pouvoir organiser et réguler en fait les transports urbains. Donc ça c'était vraiment pour rappeler un peu comment ça s'appelle le contexte de la création du CETUD. Et ça, j'y reviendrai parce qu'il y a une petite différence avec ce qui vient d'être présenté à Montréal, c'est que le contexte était marqué par la présence du secteur informel. Donc, avec des véhicules qui aujourd'hui font du transport collectif, mais qui ne sont pas du tout organisés et qui posent en fait d'autres problématiques dont on parle souvent, notamment le renouvellement et la professionnalisation en fait du secteur. Donc, souvent, ça, c'est des problématiques communes aux villes africaines avec cette présence du volet informel. Donc, comme je l'ai dit, en fait, parmi les missions hein, du CETUD, c'est classique hein, pour une autorité organisatrice, notamment le volet planification multimodale, toute la partie régulation de l'offre de transport et la coordination avec les acteurs. Et là, toute la partie intégration tarifaire et information voyageurs. Donc, aujourd'hui, en fait, voilà, les missions sont basées sur plusieurs piliers, notamment le fait de développer un système de transport multimodal, accompagner les collectivités dans la planification et l'aménagement urbain et tout ce qui est offre de transport en fait multimodal. Donc, aujourd'hui, le CETUD est dans une dynamique de transformation vers une autorité organisatrice des transports, de la mobilité, parce que ça aussi, c'est le lieu de dire que depuis les années 97, on était une AOT, c'est-à-dire Autorité organisatrice des transports, mais au vu de la loi de 2022, on a élargi nos compétences déjà pour intégrer le volet circulation et stationnement, parce qu'on s'est rendu compte que les problématiques de circulation et de stationnement ne sont pas souvent prises en charge. Et aussi, on a élargi notre périmètre à Thiès. Mais bon, ça, c'est une façon un peu de prendre en charge la ville de Thiès qui est un tout petit peu en conurbation avec Dakar. Donc, c'est un tout petit peu pour rappeler voilà, le contexte du CETUD et ses périmètres. Après, on dispose en fait d'un ensemble de documents de planification, mais bon, orienté sur 10 ans. Aujourd'hui, on a en fait le PEMUS avec l'accompagnement en fait des partenaires. Hein. On a pu élaborer un document de planification à l'horizon 2035 qui permet un peu de mettre en œuvre l'ensemble en fait des actions liées au développement du réseau urbain, l'organisation et la régulation en fait du transport. Voilà, donc juste par rapport aux actions qui sont menées par le CETUD globalement, euh, voilà, le CETUD, il y a une spécificité, c'est la partie professionnalisation et renouvellement du parc, qui est une spécificité vraiment des villes africaines, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que en fait, dans les années 97, 90% du parc était un peu dans l'informel. Et il fallait trouver avec des opérateurs individuels parce que chaque opérateur disposait en fait de son propre véhicule. Donc, il fallait un peu les regrouper en fait mieux les organiser parce qu'ils constituent en fait plusieurs acteurs et essayer en fait de les professionnaliser. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de le dire hein, dans notre contexte africain. Il y a plusieurs réformes en fait qui engagées, notamment les réformes de première génération, de seconde génération et de troisième génération. Pourquoi? Parce que quand on arrivait en fait avec le transport artisanal, on ne pouvait pas parler un peu d'intégration tarifaire ni voilà de la partie donnée, dans la mesure où il fallait d'abord
organiser un peu ces opérateurs informels et les amener en fait à se professionnaliser. C'est la raison pour laquelle le CETUD, depuis les années 2005, avec la mise en place de l'association l'AFTU, l'association des financements pour les transports urbains, a engagé en relation avec la Banque mondiale un vaste programme de renouvellement et de professionnalisation en fait du parc. Et ça a permis un peu de renouveler un parc de plus de 2100 véhicules. Et ils ont été constitué en 14 GIE. Donc, vous voyez que presque on avait 1900 propriétaires de véhicules qu'on a regroupés en fait en 14 GIE. Vous voyez que ça, c'était un défi extrêmement important à relever. Et aujourd'hui, voilà, on a quand même des perspectives compte tenu en fait voilà, des développements, d'aller vers des réformes de seconde génération et de troisième génération. Et et à travers cela, on a voulu profiter de nos projets structurants, notamment le projet de BRT, parce que qu'on a eu à réaliser, qui est actuellement en service, d'aller vers une restructuration globale du réseau avec une intégration modale et une intégration tarifaire. Et c'est de là qu'on essaie d'adresser un peu les problématiques liées en fait aux données. Et ça, peut-être que mon collègue va en parler tout rapidement pour 2 minutes, qui est là, le chef de la division de l'Observatoire. Voilà, donc je terminerai pour parler aussi du volet ancrage institutionnel du CETUD. Le CETUD, en fait, dépend d'une tutelle technique qui est le ministère en charge des transports terrestres et aériens, et d'une tutelle financière qui est le ministère des Finances et du Budget. Donc, à la différence peut-être que de ce qui vient d'être présenté, peut-être qu'on n'a pas en fait un ancrage vis-à-vis des collectivités territoriales, même si nous, on reconnaît que les collectivités territoriales constituent des acteurs majeurs qui doivent être intégrés dans notre dispositif institutionnel. C'est la raison pour laquelle ils étaient intégrés dans l'organe de gouvernance, notamment en fait le plan, l'assemblée plénière qu'on avait mis en place, même si aujourd'hui, voilà, on a créé un conseil d'administration qui n'intègre pas peut-être que les collectivités, y compris les opérateurs, mais c'est en cours d'être corrigé pour quand même intégrer voilà, ces acteurs qui sont extrêmement importants. Donc, nous, on ne dépend pas directement de la ville, on dépend directement en fait du ministère des Transports parce que au Sénégal, avec notre texte sur la décentralisation, le transport n'est pas une compétence décentralisée. Et c'est la raison pour laquelle c'est l'État central qui assure un peu l'organisation et la régulation. Et aujourd'hui, il y a un acte 4 de la décentralisation qui est en cours de gestation. Et l'idée, c'est quand même de trouver un équilibre pour une intégration forte des collectivités territoriales, en fait, pour les problèmes, pour la prise en charge des problématiques de mobilité. Donc, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on ne peut pas travailler sur la mobilité sans intégrer en fait ces collectivités territoriales qui constituent un acteur extrêmement important. Je terminerai par la question du financement. Donc, le financement, en fait, dans nos villes, hein, et particulièrement à Dakar, c'est marqué. Il y a un volet investissement déjà avec la mobilisation, en fait, des ressources de l'État, notamment à travers un peu les partenaires techniques et financiers pour réaliser des projets, par exemple à l'image du projet de renouvellement et de professionnalisation des transports urbains. Il y a eu l'accompagnement de la Banque mondiale. Aujourd'hui, on a un projet de BRT qui vient d'être réalisé avec l'accompagnement de la Banque mondiale, de la BI. Et il y a un autre projet qui est le projet de restructuration des transports urbains qui est aussi financé avec la Team Europe. Donc, globalement, les investissements sont prioritairement adressés avec les financements extérieurs. Et aujourd'hui, on est en train de travailler vers un modèle qui permettra d'aller vers un financement pérenne, en fait,
du transport urbain et notamment en fait le volet exploitation qui constitue en fait un des défis majeurs parce que c'est très facile en fait de trouver des investisseurs pour mettre en place des projets, mais toute la partie entretien, maintenance, coût de fonctionnement liés en fait au transport urbain, voilà, souvent on sent un déficit et qu'il faut combler. Et on a vu tout à l'heure par rapport au schéma qui a été présenté tout à l'heure à Montréal. Il y a une contribution de l'État, une contribution du secteur privé par rapport au financement de la mobilité de manière générale. Donc, pour résumer, avant de laisser la parole rapidement à mon collègue sur la partie observatoire, c'est que les villes africaines, notamment Dakar, présentent en fait quelques spécificités, notamment au volet professionnalisation et renouvellement du parc lié en fait au secteur informel. Et ça, en fait, ça constitue quand même des étapes majeures qui doivent être prises en charge dans nos documents de planification, parce que si on brûle un certain nombre d'étapes, ça peut amener des difficultés pour la suite. On pouvait aujourd'hui s'inscrire dans une dynamique d'aller vers des réformes de quatrième génération, mais on va se rendre compte qu'en réalité, les acteurs principaux risquent de ne pas s'approprier de ces schémas-là et ça pourrait constituer en fait des difficultés dans la mise en œuvre. Donc, maintenant, à cela s'ajoute en fait la croissance démographique hein, qui augmente d'une manière exponentielle, d'où en fait le défi en fait d'accélérer un peu l'ensemble de ces réformes dans les villes africaines pour arriver un peu à quelque chose qui est voilà, qui répond aux besoins. Donc, très rapidement, en 2 minutes, si vous permettez, Simon, c'est de laisser Ahmad, qui est le chef de la division de l'Observatoire, parler de l'Observatoire des déplacements en 2 minutes, hein, c'est parce qu'on n'a pas de temps. Ouais, merci beaucoup, Gora. Et oui, ok, on aimerait garder du temps pour le dialogue, donc Ahmad, à vous la parole. Vous avez 2 minutes chrono. Oui, merci beaucoup, Simon. Merci, DG, pour déjà cette opportunité de partager, en tout cas, sur l'expérience de Dakar en matière de management en fait des données. Donc, comme l'a dit le DG tout à l'heure, hein, le CETUD, en fait, c'est doté d'un observatoire donc de la mobilité urbaine qui, quelque part, travaille sur la gouvernance de la mobilité, des données de mobilité et en s'inscrivant en fait dans une dynamique, en tout cas de stratégie data-driven autour de la mobilité. Un observatoire dont en fait les missions ou les fonctions essentielles tournent autour en fait de la structuration de la donnée. J'ai vu tout à l'heure par rapport à l'expérience donc qui a été développée en fait beaucoup de similitudes structuration de la donnée avec l'organisation de systèmes d'information, l'animation aussi. L'observatoire a ce rôle d'animation avec différents acteurs, que ce soit en fait donc les universitaires et d'autres acteurs même du transport et autres pour en tout cas orienter toute la réflexion autour de ces données-là et l'analyse, la production de connaissances à travers en fait ces stratégies data-driven faire en sorte de créer de la valeur qui pourrait quelque part permettre aussi de pouvoir en tout cas assurer le dialogue avec les différentes parties prenantes. Donc aujourd'hui, notre ambition quelque part, c'est d'aller d'une logique de collecte fragmentée puisque nous avons en fait plusieurs initiatives de collecte aujourd'hui qui permettent d'alimenter en fait les politiques de mobilité. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est d'aller sur en tout cas toute la chaîne de valeur de la donnée en partant de la production jusqu'à en fait la prise de décision. Donc ça, c'est une ambition que nous avons à notre niveau. Maintenant, sur en fait la structure des différentes données, bon, nous avons travaillé sur en fait à bâtir en fait un système de données. Nous collectons aujourd'hui des données de trafic à travers des capteurs qui ont été acquis dans le cadre du projet BRT financé par la Banque mondiale et nous avons pu acquérir des capteurs, des radars qui permettent quelque part de faire de la collecte automatique de données de trafic
Nous avons également acquis des drones quelque part qui permettent aussi de renforcer ce dispositif et permettent aussi de faire un peu de la surveillance de trafic et autres. Nous faisons beaucoup de collecte de données sur la demande et les comportements de mobilité. Donc, il y a l'enquête ménage de déplacement qui a été réalisée en 2000 et 2010, 2015 du moins. Voilà, donc nous réaliserons bientôt une enquête ménage déplacement donc, au courant de l'année 2026 pour renouveler et en tout cas mettre à jour donc les données sur la demande avec d'autres types de données, enquête, origine, destination et autres, avec aussi d'autres données qui sont produites avec en fait l'exploitation des transports collectifs et d'autres sur les sujets externalités, avec les dispositifs qui sont mis en place pour collecter les informations sur la qualité de l'air et autres. Voilà donc globalement peut-être quelques pistes. Après, peut-être il y a d'autres sujets spécifiques sur lesquels, peut-être sur la base des échanges, on pourra approfondir. Mais quelques pistes sur les données pour en fait compléter les jeux. Allez, merci beaucoup, Simon, et merci à l'audience. Donc, on vous laisse la parole. On est à l'écoute pour les questions. Merci. Thank you very much, Gora and colleagues from CETUD. Merci beaucoup, Chagora. Merci à votre collègue de CETUD. Et maintenant, nous avons quelques questions pour les présentateurs de la RTM. Nous avons une quinzaine de minutes pour poser des questions aux intervenants. Si vous avez une question, vous pouvez lever la main sur la plateforme Zoom. Vous pouvez aussi ajouter votre question à la fonction questions-réponses ou dans la boîte de dialogue. Nous souhaitons demander aux collègues qui travaillent pour d'autres autorités de transport ou pour d'autres gouvernements de partager leurs réflexions, de poser des questions sur l'expérience montréalaise. Je vois qu'il y a des collègues de Burkina Faso, plusieurs collègues de Bénin, de Cotonou. Je sais que le Bénin fait un travail de réflexion sur l'organisation du cadre institutionnel afin d'améliorer la gouvernance de la mobilité urbaine au niveau métropolitain dans la région de Cotonou. Donc, j'aimerais bien savoir si les collègues de Cotonou ont quelques réactions à ce Si que les collègues nous du venons Bénin souhaitent d'entendre. réagir ou poser des questions sur l'expérience de Montréal, c'est une opportunité de le faire. We have a few questions from the chat. Maybe I'll start there. Je vois quelques questions dans le chat. Je vais commencer avec ces questions-là. Voilà, une question, c'était liée à l'expérience de Montréal. Comment est-ce que vous pouvez intégrer les mesures des informations sociales, comme par exemple les personnes porteuses de handicap, les personnes en zone rurale et l'accessibilité? Comment est-ce que vous pouvez tout intégrer avec d'autres mesures, d'autres indicateurs en termes d'opérateurs? Donc, pour les critères environnementaux et sociaux, comment est-ce que vous pouvez intégrer ces informations aux contrats de services que vous signez avec les opérateurs? Ludwig, si vous pouvez répondre à cette question. Comme vous voulez. Oui. Ouais, on a toujours la traduction. En fait, peut-être certains angles, je vais aussi céder la parole à mon collègue du point de vue des données. Il y a des choses qu'on fait intéressantes de ce point de vue-là également. C'est essentiellement des sujets qui sont beaucoup couverts dans nos compétences. Par exemple, en termes de tarification, on travaille sur la tarification, par exemple, sociale. On a différents modèles dans le monde où on dit, bon, les étudiants paient moins, les personnes âgées paient moins, etc. On est en train de travailler sur une tarification qui est dite sociale où la tarification peut être basée, par exemple, sur le revenu des personnes. Donc, ça, c'est une dimension qui est regardée. Également, quand on travaille sur la planification des services avec les opérateurs, on s'assure que le territoire est couvert de manière équitable. Et ça, c'est principalement des outils qui sont développés par l'équipe d'AMSE où, par exemple, on peut mesurer l'accessibilité aux différents modes de transport et même également avec les données dont on dispose sur les revenus, on peut amener différents indicateurs d'équité en termes d'accès
par exemple, dans un quartier qui est plus défavorisé, on va pouvoir dire ben il est moins bien couvert par les transports ou inversement et pouvoir en fait commenter sur les propositions des opérateurs en termes de desserte. Donc, je dirais que c'est principalement dans ces différents champs où on travaille sur des questions plus d'équité de notre point de vue là au niveau métropolitain. Je sais pas, Hamza, si tu as une élément à Franchement, ça compléter. couvre très bien le sujet. Ok, et on a une autre question, je vais la lire en français parce qu'elle est rédigée en français. Comment optimise-t-on l'utilisation des fonds publics dans le Grand Montréal, en particulier pour l'allocation des fonds disponibles entre les investissements dans le réseau de voirie et le transport public? Donc, comment se fait l'arbitrage entre l'infrastructure, on va dire, et le service, quoi. Ouais, c'est une très bonne question parce que c'est toujours un débat intéressant au Québec et à Montréal. En fait, on a certaines sources de financement qui sont dédiées. Donc, je parlais tout à l'heure de la taxe sur l'essence, la taxe sur les matricules. Ça, c'est des sources qui sont dédiées au transport collectif. Ils nous appartiennent c'est un financement de base. Le financement qui est plus discrétionnaire, c'est celui que le gouvernement va nous verser et celui que les municipalités peuvent nous verser. Et là, on est sujet à des priorisations différentes. Si le gouvernement provincial décide de mettre plus d'argent dans les routes ou pour des projets de réfection routière et autres, il est possible qu'il y ait moins de sommes mis dans le budget pour le transport collectif. Et là, nos projets et nos services vont en ressentir les, euh, les conséquences. C'est toujours un débat parce que monsieur tout à l'heure de Dakar mentionnait l'équilibre entre les dépenses qu'on a en exploitation et les dépenses qu'on a en maintien d'actifs. C'est un enjeu très important pour nous actuellement parce qu'à la fois le réseau routier et le réseau de transport public a été principalement construit dans les années 60 et 70. Et il y a beaucoup d'infrastructures qui arrivent à leur fin de vie utile ou qui doivent faire l'objet d'investissements très importants en maintien, à la fois dans le routier et le transport collectif. Et donc là, il y a vraiment un arbitrage toujours en fonction des capacités financières du gouvernement à en mettre plus dans les routes ou plus dans le transport collectif. Et si je pouvais recommander quelque chose à une région qui construit un système ou qui, on parle de professionnaliser le domaine ou mieux le réguler ou amener des modes plus structurants comme des bus à haut niveau de service et autres, c'est qu'il faut vraiment penser à cette dimension qui va venir plus tard parce que c'est très facile de construire des nouvelles infrastructures, d'aller chercher du financement. Politiquement, c'est très intéressant à inaugurer, c'est très intéressant à vendre à la population, mais très rapidement, après 15-20 ans, on atteint parfois des difficultés à financer juste le maintien de ces infrastructures-là. Ça vaut pour les routes, mais ça vaut également pour le transport public. Merci, Ludwig. Ouais, effectivement, c'est un petit calcul qu'on avait fait dans certaines villes. Étant moi-même basé au Cap en Afrique du Sud, on voyait que les subventions à l'exploitation du système de BRT en cumulé après 7 ou 8 ans avaient déjà dépassé le montant de l'investissement dans l'infrastructure de base, qui a certes plus de visibilité, mais ces subventions finissent par peser lourd dans la balance. Une autre question en français concernant les équilibres financiers. Quelle est la part des contributions financières des collectivités territoriales dans le budget du CETUD? Donc, c'est une question pour les collègues du CETUD, Gora en particulier, en comparaison, disons, à ce qui a été présenté pour Montréal. Pour le CETUD, la compétence volet transport transférée à l'État n'est-elle pas une contrainte dans la mise en œuvre des projets de transport pour les collectivités, en suscitant un conflit ou un conflit d'intérêts entre l'État et les collectivités territoriales? Je ne suis pas complètement familier de cette réforme, mais Gora, est-ce que vous voyez à quoi la question fait référence et est-ce que vous souhaitez y répondre? Merci, Simon. Juste, en fait, est-ce que vous pouvez préciser la première question, s'il vous plaît? C'était quelle est la part des contributions financières des collectivités territoriales dans le budget du CETUD? Et donc, en faisant le lien avec ce que vous mentionnez du fait que la compétence transport est du côté de l'État, en fait. Ah, parfait.
Oui, effectivement, le CETUD, dans sa création, il avait été accompagné d'une loi sur le Fonds de développement des transports urbains, le FDTU, avec plusieurs contributions quoi, pour alimenter un peu ce fonds. Et entre autres, il y avait en fait les collectivités territoriales. Et donc là, en fait, on ciblait juste les villes, quoi, parce qu'il y a les grandes villes. Donc on a 4 villes, la ville de Dakar, Guédiawaye, Rufisque et Kermassa. Donc, il y a une contribution annuelle, mais bon, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'ils ne versent pas cette contribution, même si, en fait, c'est défini à travers une loi, parce que, bon, c'est lié aussi au contexte et aux réalités financières un peu des collectivités territoriales. C'est la raison pour laquelle, voilà, régulièrement, on leur demande de verser plus de 300 millions, mais on se rend compte qu'en fait, les collectivités ont des difficultés pour pouvoir verser cette subvention. Maintenant, on va aller vers une réforme où, voilà, les collectivités seront au cœur un peu des politiques de mobilité et ils vont se sentir un peu impliqués. Donc, effectivement, dans le schéma actuel, ça, je l'avoue, que certains ne se considèrent pas en fait intégrés dans le dispositif. Et c'est là où on travaille en fait pour inverser un peu la tendance, pour quand même qu'ils s'approprient des problématiques de mobilité et apporter une contribution, comme à l'image du secteur de la santé, de l'éducation, parce que tous ces secteurs-là, les collectivités contribuent, mais pour le transport et la mobilité, on sent qu'il y a toujours en fait une réticence. Voilà. La deuxième question, je pense que ça portait sur le schéma institutionnel avec les collectivités. Comme je l'ai dit, hein, effectivement, ce schéma-là ne favorise pas, peut-être qu'avec l'expérience, hein, ne favorise pas en fait une appropriation en fait des collectivités des politiques de mobilité. Donc l'idée, c'est d'aller vers une inversion de cette tendance pour que les collectivités puissent être mieux impliquées et là, en fait, c'est des réflexions, c'est des réformes qui sont en perspective. Et aujourd'hui, on est en cours de discussion avec le ministère en charge des collectivités dans le cadre de l'acte 4 de la décentralisation pour que au moins que ces problématiques de la gouvernance de la mobilité soient déjà intégrées. Parce que là aussi, on se retrouve avec plusieurs ministères, hein. L'un des ministères se charge du transport, l'autre des collectivités. Donc, parfois, il y a des initiatives en termes de texte d'un ministère à un autre. Et nous devons veiller à travers les comités de pilotage qui sont mis en place à l'articulation entre les différents documents pour une meilleure prise en charge de la mobilité. Mais aujourd'hui, la situation actuelle, pour résumer, effectivement, on doit repenser en fait la gouvernance de la mobilité avec une meilleure implication des collectivités. Merci Goa. On approche de la fin de notre temps. Je veux donner une dernière opportunité aux participants qui sont connectés de lever la main pour poser une question s'ils le souhaitent. Et s'il n'y en a pas, peut-être une question qui est venue dans le chat pour Gora, là encore. Quelqu'un qui demande si le CETUD a pour projet de contractualiser les AFTU. Donc, c'est pour ceux qui ne les connaissent pas, les transporteurs artisanaux qui sont professionnalisés, on va dire, et donc de les contractualiser pour qu'ils prennent en charge une partie du risque industriel ou commercial, voilà, sur un modèle un peu de concession de transport public. Oui, tout à fait. Effectivement, on a en perspective cela parce que, comme je l'ai rappelé tantôt, dans le contexte de 2005, c'était voilà, environ 2000 petits propriétaires de véhicules. On ne pouvait pas aller directement vers des schémas de concession extrêmement sophistiqués pour arriver à des KPI qui permettent un peu. Donc, il fallait quand même trouver une phase transitoire où déjà on les amène vers la professionnalisation. Maintenant, on a fait presque 10 ans, 20 ans, on sent vraiment les limites de ce schéma-là, mais c'était justifié par un contexte bien défini. Ça, c'est important de le préciser. Bon, je pense que Simon fait beaucoup de pays avec le transport artisanal. Donc, vous voyez que si on veut aller vers des schémas de délégation de services publics extrêmement sophistiqués, ça ne marche pas au début.
Donc, nous, on veut, dans le cadre maintenant du projet de restructuration du transport collectif, aller vers un schéma de délégation de services publics beaucoup plus, qui respecte un peu un certain nombre d'obligations de cahier de charges pour que quand même que l'aspect qualité de service soit au rendez-vous et le développement aussi du parc soit pris en charge par eux-mêmes, même si en fait l'État va continuer toujours à accompagner. Donc, pour résumer, oui, on a en perspective d'aller vers la contractualisation avec les AFTU, mais ça suppose déjà qu'on réforme, qu'on fasse une deuxième réforme en fait de l'AFTU sur son organisation, parce que c'est une association de GIE à l'état actuel, et pour en faire, pourquoi pas, en fait, une société, quoi. Mm-hmm. Okay. Thank you very much, Gora. Beaucoup, Gora. Nous arrivons à la fin du temps imparti. Avant de conclure, je vais demander à chaque panéliste d'allumer leur caméra pour que nous puissions prendre une photo du groupe. Yura, si vous pouvez vous en occuper, ce serait très bien. Donc, je vais demander à tous nos panélistes d'activer leur caméra. Je vais maintenant prendre quelques instants pour remercier Ludwig, Hamze, Abimbola et Gora. Merci pour avoir passé du temps avec nous, pour ce partage d'informations avec nous. Merci, chers participants, d'être parmi nous aujourd'hui. Nous attendons avec intérêt les échanges et les discussions futures comme un élément de la série AUMA et SSATP. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.